Non, mais c'est pas ça, ça résonne tout à l'heure. Et c'est un peu, j'entends bien, mais je trouve que ça résonne. Chers collègues, attends. dans le cadre de la préparation de notre rapport sur la politique du handicap outre-mer, après le focus sur la situation à La Réunion, que nous avons réalisé le 6 février dernier, nous nous penchons ce matin sur la situation dans le Pacifique avec 2 tables rondes. La première est dédiée à la Polynésie française et la seconde, à partir de 9h30, sera consacrée à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Nos invités sont naturellement en visioconférence et nous leur adressons nos vifs remerciements pour leur disponibilité compte tenu notamment du décalage horaire. Avec nos 3 rapporteurs, Audrey Bélim, que je salue, qui est dans sa circonscription en visio, sénatrice de La Réunion, Annick Petrus, sénatrice de Saint-Martin, qui s'excuse, et Hakim Elouli, sénateur du Val-de-Marne. Je vais ouvrir notre première séquence avec Madame Nathalie Salmon-Udry, déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion du gouvernement de la Polynésie française, et Madame Henriette Camien, présidente de la fédération Te-Niuo, Te-Uma, Madame Minari Galenon, ministre des Solidarités, vice-présidente du Conseil du handicap du gouvernement de la Polynésie française, a également été conviée, mais nous n'avons pas reçu de confirmation de sa participation. Nous espérons qu'elle pourra nous répondre par écrit. En effet, comme à notre habitude, nous vous avons adressé, mesdames, un questionnaire pour préparer votre exposé liminaire, car vous allez avoir la parole pour une dizaine de minutes pour vous présenter et nous faire part de votre témoignage personnel sur la politique du handicap de votre territoire. Puis je laisserai la parole à nos rapporteurs pour vous interroger et vous demander des précisions complémentaires. Et enfin, nos autres collègues pourront également vous interroger à leur tour. Donc, Madame Nathalie Salmon-Udry, je vous laisse la parole. Jacques, bonjour, membres de la commission. Merci pour cette thématique qui est un honneur. Enfin, on parle du handicap en outre-mer. C'est déjà vu, ça fait chaud que c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, ce soir pour nous, puisqu'il est 21h chez nous. Comme vous le savez, le gouvernement protestant a été élu en 2023, où j'ai été nommé effectivement délégué interministériel au handicap et à l'inclusion. Je précise la fin parce que c'est là mon combat. Je pense que le handicap, on le connaît, on en parle assez souvent, mais je pense qu'il est temps de passer la vitesse supérieure vers l'inclusion. Donc, déjà, vous dites un peu le contexte. Ici, en Polynésie française, nous avons 2 institutions pour le handicap. Nous avons la Commission territoriale de l'éducation spécialisée qui prend en charge des enfants de 0 à 20 ans. Passé 20 ans,
une autre institution prend en charge, c'est la Cotorette. Là, c'est de 20 ans jusqu'à plus. Donc, effectivement, lorsque j'ai vu votre demande pour balayer l'âge de 0 à 20 ans, et à 30 ans, il me sera difficile d'être précise dans mes chiffres parce qu'effectivement, à 20 ans, on n'a pas cette visibilité à tranche d'âge. Donc, je pourrais néanmoins vous donner le chiffre de 21 à 59 ans. Donc, c'était un peu la difficulté de chez nous. Donc, c'est vrai que depuis en Polynésie, le handicap est un sujet qui est à l'honneur depuis quelques années. Pas assez à mon goût, mais bon, on fait avec, mais on essaye encore de changer les mentalités et je crois que c'est le gros cheval de bataille de ce gouvernement. Je crois que au-delà d'une politique du handicap, c'est déjà casser les murs des préjugés, casser les murs des sous-entendus, des croyances. Et là, le travail est rude parce qu'il est quotidien, il est H24, il est partout et c'est vraiment un défi à tout instant. Voilà ce que je dis en introduction. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et puis, nous allons passer la parole à Madame Henriette Camille. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. D'accord. Donc, je vais rapidement me présenter. Je suis Camille Henriette. Je suis présidente de la Fédération Teniu Otehuma, mais aussi présidente fondatrice de la Fédération polynésienne des sports adaptés handisport. De plus, je siège au CESEC. Chez vous en France, c'est CESE. Hein? Donc, je siège au CESEC en tant que personne représentant le monde du handicap. Donc, je vous assure que, en plus, je suis aveugle, là, j'ai oublié de vous le dire. Hein, je suis non-voyante, j'ai perdu ma vue à 20 ans. Et à partir de là, je me suis engagée dans la lutte, enfin, de mener le combat pour vraiment tout faire avec les amis comme moi aussi handicapés, hein, qui m'ont rejoint. Ensuite, à mon appel, on s'est donc regroupé hein, avec d'autres personnes handicapées adultes, parce qu'à l'époque, notre délibération pour la prise en charge des personnes handicapées en Polynésie date de 1982. Donc, moi, en gros, j'ai perdu ma vue à cette époque. Et c'est vrai, quand je suis tombée aveugle, rien n'était fait pour les adultes. Ça a été affreux pour moi, hein, surtout parce que j'étais à l'école normale. J'ai eu mon CAP en tant qu'institutrice à l'époque. Aujourd'hui, c'est professeur des écoles. Et c'est vrai que j'étais pas bien parce que je venais d'avoir mon diplôme et tout de suite après ça, j'étais aveugle. Mais j'ai eu de la chance. En Polynésie, j'ai eu cette chance que
Mais les responsables de l'époque du ministère de l'Éducation m'ont fait partir à Marseille. À Marseille, à l'Arc-en-Ciel, une structure adaptée pour les personnes déficientes visuelles. C'est, je crois, la chance que j'ai eue de partir ailleurs, surtout en France, parce que si j'étais restée ici en Polynésie, dans ma famille, on m'aurait choyé, chouchouté, coucouné, et je crois que j'aurais rien fait, je me serais laissée vivre. Mais le fait d'être partie en France m'a permis de me motiver, de me donner la force de me battre et d'essayer de mener une vie normale malgré mon handicap, grâce à tout ce qu'on m'a appris à l'Arc-en-France. Et à mon retour, donc j'étais toujours dans l'éducation, on a ouvert une classe, non deux, pour les déficients visuels. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas pourquoi la perte de ma vue, mais tout s'est enchaîné après. Il y a eu donc cette école pour les enfants déficients visuels. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Dès que j'ai pris ma retraite, le centre a fermé parce que ce centre groupait tous les enfants déficients sensoriels, aussi bien les enfants malentendants que les enfants déficients visuels. Et c'est vrai qu'un lieu de repère pour les parents, pour les familles, pour les amis, pour tous ceux qui voulaient se renseigner au niveau des handicaps sensoriels. Aujourd'hui, cette structure a disparu et notre grand vœu, c'est que un lieu comme cela se mette en place. Hein. Bon, alors, vous voyez, j'arrive dans la vie active et me voilà handicapée. Alors, quoi faire? Je me suis battue parce que je ne voulais pas dépendre d'un homme. Je me suis dit, bon Dieu, comment je vais vivre? Je vais pas, c'est pas une petite allocation, c'est pas la petite allocation qu'on nous donnait à l'époque que je vais pouvoir vivre. Et le fait d'être partie en France m'a beaucoup aidée parce que directement, je rentrais en vie active ici, dans mon pays. Donc, j'étais devenue professeure de braille et depuis là, j'ai exercé mon métier jusqu'en 2010 où je suis partie à ma retraite. Et je vous assure, depuis que je suis à ma retraite, j'ai jamais autant travaillé qu'avant. J'étais bien dans ma vie d'esthète. C'est vrai que je donnais tous mes mercredis, vendredis après-midi parce qu'il n'y avait pas d'école. Hein. Donc, pour mener le combat, d'être là avec les autres personnes handicapées. Et ben, tout mon temps, oh là là, je bégaye, pardon, hein, parce que je sais même, j'ai un peu peur en même temps que je vous parle. Hein. C'est bien la première fois que je parle à des sénateurs en direct. Merci de cet honneur, hein, de m'accorder cet honneur de vous parler. Et j'ai un peu perdu le fil de mes idées là. Donc, alors, vous étiez professeur de braille. Oui, voilà. J'étais donc professeur de braille dans notre centre qui s'appelait le CEDOP, Centre de l'éducation de l'ouïe et de la parole. Nous, on n'y était pas dedans dans le nom, hein, juste le logo, mais c'est pas grave. Nous avions notre place là-bas. Et ces deux handicaps, parfois, on avait du mal à côtoyer un sourd et une aveugle. C'était pas facile. Mais on a fait avec et on s'en est bien sorti quand même. Hein. Et moi, le tout couronné, mon mari, il était paraplégique. Alors, vous voyez, je vivais avec tous les types. Au travail, j'avais les sourds. À la maison, j'avais un paraplégique. Donc, c'est vraiment un monde que et qu'aujourd'hui, je me bats à fond avec tous mes autres amis qui sont là dans les actions parce que je crois et je suis sûre nous nous sommes formés, on s'est regroupés en 2015, hein, toutes les associations qui étaient en Polynésie, nous nous sommes regroupés pour être une proposition, hein, pour travailler avec tous les gouvernements en place, parce que c'est mieux de collaborer, d'être des partenaires que de s'affronter, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
Il faut être là, il faut arriver à concilier les choses, à négocier. Et nous avons choisi la bonne façon de faire évoluer dans le bon sens. Et notre logo, rien sans nous. Donc aujourd'hui, nous restons cette force de proposition, de collaboration, et on veut travailler dans ce sens. Quand ça ne va pas, on monte des diagnostics, des constats. Ensuite, on négocie avec notre ministère, avec la déléguée, avec le président du pays. Après, nous avons beaucoup de partenariats aussi avec les communes. On a tissé un réseau ici en Polynésie qui fait que, franchement, vivre en Polynésie, malgré quand même, c'est vrai, hein, on pourrait encore, hein, ça va continuer, c'est pas encore fini. Notre combat n'est pas fini, on va continuer parce qu'il y a encore des choses à améliorer. Mais moi, je suis fière de vivre en Polynésie, de vivre dans mon île. Parce que peut-être on n'a pas les, comment dirais-je, les millions. En France, vous êtes 68 millions. Nous, en Polynésie, nous sommes 270 000. Et sur les 270 000, en gros, il y a 16 à 17 000 personnes reconnues travailleurs handicapés, tout confondu, enfants, adultes. Et en France, 68 millions. Purée, c'est pas 1 000, hein, vos personnes handicapées. Même si on respecte les 10%, ça fait quand même 6 millions, c'est énorme. Hein? On comprend que c'est plus facile de faire avancer les choses dans une petite île où tout le monde se connaît que quand même dans un grand pays comme l'Hexagone, qui est aussi notre mère patrie. Hein? Je suis française aussi, hein? Mais très fière aussi d'être polynésienne. Je continue ou on fait une pause? Merci pour ce témoignage et vraiment pour ce dynamisme et vous êtes je pense une référence en Polynésie, mais pas qu'en Polynésie, puisque vous êtes un exemple pour tous les autres territoires ultramarins. Donc, je vais saluer l'arrivée d'Annick Petrus, que j'avais excusé tout à l'heure, qui avait un petit peu de retard. J'excuse aussi Madame Galénon, qui nous a fait part de son indisponibilité à pouvoir se connecter, et elle nous présente ses humbles excuses. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos rapporteurs. Donc, je commence par Akli Melouli et puis après Annick Petrus. Oui, excusez, et Audrey Bellim, je suis navrée, qui est aussi en visio. Désolée. Alors, je vais pas être long pour partager la parole. Je pense que, alors moi j'ai été agréablement surpris, et d'ailleurs pour effectivement la ministre et après pour Madame Camia, j'ai été surpris. Alors je voulais savoir, parce que la ministre parlait effectivement du travail que vous faites sur la déconstruction des préjugés et sur l'éducation, et j'ai vu que l'association Tenyu Ote Uma fait un grand nombre d'actions, et depuis plusieurs années, c'est la 7e édition en Polynésie, où effectivement ils essayent de déconstruire et de montrer, et de donner à voir. Et donc je voudrais savoir si effectivement ces initiatives qui permettent effectivement la rencontre, l'échange, ont fait évoluer la prise de conscience ou la prise en compte des personnes en situation de handicap. Et puis l'autre élément, vous avez dit que vous étiez présidente d'une fédération de handisport, et donc là-dessus je voudrais essayer de savoir si effectivement aujourd'hui au niveau du handisport c'est très développé. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme dispositif pour permettre effectivement la sensibilisation pour l'accès aux espaces sportifs, et est-ce que vous avez des espaces sportifs adaptés, ou est-ce que vous avez travaillé sur effectivement l'accueil et comment ça se passe, et est-ce qu'effectivement il y a une évolution dans la pratique sportive de vos concitoyens et concitoyennes, concitoyens. Merci. Oui. Merci de parler du sport. Hein. C'est vrai qu'en 1999, en l'an 2000, hein, nous avons mis en place, je suis une des présidentes fondatrices, la Fédération polynésienne des sports adaptés handisport, grâce
à la venue de Zidane. Cette époque-là, il était venu chez nous pour jouer au football. On l'a fait jouer et il nous a ramené 4 millions. Enfin, 4 millions, ça, en euros, bien sûr. C'est pas beaucoup, peut-être en euros, mais pour nous, c'était beaucoup. C'est ce qui nous a permis, au départ, de faire partie de la Fédération polynésienne des sports adaptés. Aujourd'hui, donc, nous avons beaucoup de clubs qui sont en même temps nos actions référentes dans chaque commune, là où il y a nos associations, ça reste nos clubs sportifs. Et quand on a mis en place cette fédération, on s'est saisi du sport comme outil pour l'insertion sociale et tout ce qui est cohésion sociale. Parce qu'on a un sport ici qui est le VAA. Alors, quand on fait ce sport, quand on y est dedans, on ne sait qu'on est handicapé. Et dans nos clubs, nous sommes tous fans du VAA. Tous. Bon, malheureusement, on a failli avoir un champion paralympique, mais bon, comme celui de la France était plus fort, le bien plus âgé, il avait 50 ans, votre jeune de France avait 29 ans, il nous a battus. Bon, c'est pas grave. Je ne désespère pas. Bientôt, on est en train de travailler sur un autre rameur canoë-kayak pour aller aux Jeux paralympiques 2028. Ben, on espère qu'on sera suivi par l'équipe de France. On va essayer de tout faire pour qu'ils soient inclus dans l'équipe de France. Comme ça, ben, on vous laissera le bébé pour qu'il puisse aller aux Jeux paralympiques 2028. Hein? Bon, mais c'est vrai qu'au début, quand nous avions mis en place cette fédération, on voulait vraiment utiliser pour le sport de masse. Tout ce qui est sport, à passe, activité physique adaptée, on avait axé toutes nos activités sportives là-dessus. Hein, être bien dans son corps, être bien dans sa tête, il fallait quand même faire quelque chose et le sport nous a bien aidés à ce niveau-là. Très, très bien. Et ça continue. Hein? Alors, comment on fait? Eh bien, avec les communes que nous rencontrons, où nous sommes, on essaie de négocier pour avoir des salles, pour avoir... et de ce côté, notre fédération TENIU, dans le parallèle, c'est le fait d'être président des deux fédés, c'est super. Hein? Alors, avec la fédération TENIU Otehuma, on a fait des chartes, des conventions, mais nous, on appelle ça charte de l'accessibilité et du handicap. Avec toutes les communes avoisinantes qu'on a pu faire pour l'instant, on continue de le faire. Hein? La commune de Mahina, la commune de Aroué, la commune de Pirette, de Papeete, et nous sommes en train d'attendre la commune de Punavia, ensuite la commune de Paea, et puis la commune de Fa'a aussi. Hein? Presque toutes les communes qui sont situées près de la capitale ont signé cette convention avec nous. Ça nous permet, ben, voilà, quand on a besoin des salles, aussi bien pour nos activités sportives ou toute autre manifestation, on a l'appui des communes. On travaille comme ça. On essaie de proposer, en échange. On est souvent consulté par ces communes et aussi des services du pays parce qu'à notre fédération, nous avons une chargée d'accessibilité et souvent, on nous demande d'aller faire des audits sur l'accessibilité des bâtiments, des salles de sport, en fait de tout. On a souvent, et on a une montée en plus des demandes, même les grands hôtels de Bora Bora, hein, je ne sais pas si vous voyez Bora, Four Seasons, des super hôtels, eh bien, nous demandent de chez eux, d'aller... c'est vrai que nous, avec nos petits moyens financiers, c'est pas toujours évident, mais j'ai réussi un deal, hein. On vient chez vous, mais vous nous offrez le billet et l'hôtel, et on vous fait les audits gratuits. Voilà. Merci, Madame la ministre. Vous voulez ajouter quelque chose? Au nom de la ministre des Sports, qui est effectivement sensibilisée aux
on dispose, nous étions encore la semaine dernière en réunion avec la présidente Camilla pour voir comment pousser un jeune à franchir le haut niveau, parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai changement aujourd'hui. On doit passer du sport de masse, comme Henri l'a précisé, à un sport de haut niveau. Or, la fédération du sport ne peut pas porter toutes les disciplines. Donc, on essaie de sensibiliser les fédérations, chacune dans sa discipline, pour qu'elles s'intègrent elles-mêmes, les personnes en situation de handicap. Donc, on est vraiment dans le monde inclusion, même dans le sport. Merci. Je vais laisser la parole à Annick Petrus. Merci Madame la Présidente. Merci à tous. En premier lieu, je vais présenter mes excuses. Nous sommes des fois tributaires des transports. J'ai deux questions. Alors, pardonnez-moi si la réponse a été apportée en mon absence. La première concerne les petits. J'aimerais savoir au niveau de la prise en charge des enfants, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 6 ans, est-ce que au niveau des CAMS, des IME, vous avez un long temps d'attente ou est-ce que ces petits peuvent être pris en charge de manière précoce? Concernant les adultes aussi et leur intégration dans le monde du travail, est-ce que les entreprises jouent le jeu, pas seulement les entreprises, mais aussi les administrations, est-ce qu'elles jouent le jeu et est-ce que les personnes en situation de handicap et qui peuvent travailler sont acceptées dans les entreprises ou les administrations? Au ministre j'ai des éléments chiffrés à vous donner. Effectivement, nous avons reçu 1482 enfants en situation de handicap. Je vous demande juste de prendre ce chiffre avec des pincettes, parce que, en fait, la CTES reconnaît les enfants en situation de handicap que lorsque celui-ci atteint 50% du public, ce qui est, à mon sens, énorme. Donc, on voit bien que le 1482, c'est que le haut de l'iceberg. Combien sont-ils en situation de handicap et qui n'ont pas cette reconnaissance? À mon sens, ils sont nombreux. Donc déjà, ce premier élément, pour l'éducation, nous avons donc des dispositifs mixtes. Nous avons 19 écoles privées et publiques. Nous avons 4 collèges, 14 autres collèges, parce qu'en fait, la particularité chez nous, et ça rejoint un peu le propos d'Henri, c'est vrai qu'on est une petite île, mais on est un archipel aussi grand que l'Europe. Alors, on a 5 archipels à gérer et c'est difficile pour nous d'apporter une réponse adaptée et assez satisfaisante sur un si grand territoire. Donc, on essaie de faire au mieux, sachant que l'inclusion
scolaire est toute récente. Hein. Elle a débuté vraiment ici en 2005. Moi-même, je suis un enfant d'association. J'ai jamais été à l'école. Jamais. Parce que les établissements refusaient. J'avais un handicap trop important. Et cela, même lorsque ma famille présentait mes capacités intellectuelles, la réponse a toujours été non, votre fille est trop handicapée. Donc, c'est vrai que là, nous sommes sur un territoire de 5 millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas rien pour avoir une politique du handicap. Donc, aujourd'hui, la Polynésie a 43 dispositifs de liste répartis donc sur ces 5 millions de kilomètres carrés. C'est donc une difficulté. La volonté est là, mais on se rend qu'en termes de moyens, au niveau opérationnel, on fait face à des défis colossaux. Nous avons, en plus de dispositifs ULIS, nous avons les AESH. Aujourd'hui, nous en comptons 152 pour, en fait, 347 enfants. Mais encore, il faut encore se rendre compte que ce chiffre ne couvre pas toute la demande. Il couvre 84% de la demande. Pourtant, depuis 2023, le ministre de l'Éducation a recruté 26 AESH pour pallier à ce manque. Et malgré cette embauche, on fait face à 16% d'enfants qui nécessitent une aide, mais qu'on ne suit pas au quotidien. Donc, je vous donne quelques chiffres encore. En école maternelle, nous comptons 130 élèves. En école élémentaire, 398. En CGA, nous comptons 9. Au collège, nous comptons 342. Au lycée, 152. Post-bac, 10. Et 13 en MFA. MFA, c'est des missions familiales et rurales. Donc, c'est vraiment un dispositif où les enfants sont bien entourés, sont chouchoutés, où on veut plus de l'éducatif plutôt que de l'éducation. Parce que encore aujourd'hui, c'est ce qui me navre, c'est que l'éducation nationale est basée sur les diplômes, ce que j'entends et je ne peux pas remettre en cause, mais nous avons un public qui a besoin aujourd'hui de travailler sans employabilité. Et cette notion-là, l'éducation nationale a encore du mal à l'intégrer. Combien d'enfants en situation de handicap sur un cursus sont très bons
dans des filières professionnelles, mais par incapacité de valider les matières premières, sortent de là sans diplôme. Donc, ils sont très bons dans le filière, mais comme ils n'ont pas la grammaire et l'orthographe comme acquis, ben, ils sortent de là sans rien. Donc, je prends comme n'est pas acquis, et donc nous faisons face à des jeunes adultes qui sortent de l'éducation nationale et qui sont loin de l'emploi. Donc, bon, ils ont une simple attestation, mais qui n'a aucune valeur dans un entretien d'embauche. Aucune. Et là encore, je peux vous donner mon cas concret. Lorsque vous vous battez toute votre vie pour avoir un diplôme et qu'au final, vous allez à un entretien d'embauche, vous présentez deux papiers, votre CV, curriculum vitae, et votre notification culturelle. Et là, combien de fois j'ai vu des chefs d'entreprise mettre mon CV gentiment à la poubelle et scruter la notification de culturelle. Donc, quand je parle de changement de mentalité, c'est aussi ça. C'est aussi rappeler, il y a une personne qui s'est battue pour arriver là où elle est. Et bon, je me suis un peu éloignée du sujet, mais je pense qu'il y a un vrai débat. Merci beaucoup. Madame Camia, vous voulez ajouter quelque chose? Ah, on ne vous entend pas, Madame Camia. Sur la prise en charge des enfants, vous m'entendez? Oui, parfaitement maintenant. Allô? Oui, on vous entend. Ah, d'accord. Comme je ne vous entends pas. Donc, bon, étant moi-même professeur des écoles, quand j'étais enseignante, la prise en charge des enfants commençait à 5 ans au CAMS. Ensuite, on les amenait en milieu ordinaire ou dans les écoles. Et c'est vrai qu'au niveau de l'éducation a quand même mis en place tous les maîtres d'application, catégorie A, B, C, E, F, je crois, ça va jusqu'au F, pour tous les différents types de handicaps que l'on rencontrait dans les écoles. Hein. Et ça, on peut remercier l'éducation d'avoir fait. Et pas que ça. Il y avait des centres comme l'IME, le CEDOP, et même les Ulysse. À l'époque, quand j'y étais, c'était des CLIS. Aujourd'hui, c'est des Ulysse. Donc, il y en a un peu, il y a quelques Ulysse. Je pense que ça fonctionne bien parce que nous, on travaille aussi avec eux au niveau de la prise en charge des activités sportives. On travaille aussi avec Ulysse. Et ce que je voulais oser, enfant, les noms que notre délégué a donné, qu'est-ce que si elle a, j'ai pas bien compris, hein, bon, comme des fois j'avais du mal un peu à comprendre, les chiffres que moi j'ai, c'est 930 enfants en CTES en 2023. Mais moi, qu'est-ce que je veux dire? Ces chiffres, comme on dit, sont trompeurs. Parce que ça ne concerne que les enfants qui ont 50% de taux. Parce qu'ici, chez nous, en Polynésie, jusqu'à 50%, les parents reçoivent l'allocation, la SH, jusqu'à 50 ans. Mais ce que je trouve quand même pas bien, 50% à 40%, ces enfants sont handicapés.
Le fait de ne pas avoir d'allocation, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas droit aux mesures, je ne sais pas moi, des adaptations, des AVS. Et ça a été aussi un de nos combats. Bon, on n'est pas là-dedans, on se chamaille un peu avec la CTES, mais de toute façon, nous, on ne va pas se laisser faire aussi. Hein. On défend des personnes handicapées, que ce soit des enfants ou des adultes. On ne lâchera pas le fait que ces enfants, même s'ils ont moins de %, ils ont droit à des prestations comme les autres enfants handicapés. De plus, ce qui est choquant, ils ont la SA jusqu'à 20 ans. Après 20 ans, plus rien. Parce que pour passer à la Cotorep, il faut avoir 80%. Alors, vous voyez tous ces enfants qui ont peut-être encore besoin d'adaptation, besoin d'aide, et bien, parce ben, quand tu passes chez les grands à la Cotorep, ça part à 80%. Voilà les différences que je trouve que, bon, ça fait des années qu'on se bat pour essayer, mais ça vient petit à petit. Chaque ministre qui passe essaye d'améliorer. Ben, ça ne va pas assez vite pour nous, mais ça avance quand même. Voilà quoi. Alors, je reviens pour l'obligation, parce qu'on est à l'origine, nous aussi. Hein. En 2007, le texte sur l'embauche, l'obligation d'embauche des personnes reconnues travailleurs handicapés a été voté en 2007. Et à l'époque, c'était 4%. Mais le 4% n'a jamais été respecté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est toujours à 2%. Mais je ne vais pas me plaindre, hein, même si il faut quand même dire que cette loi a quand même fait, a quand même fait du bien, hein, parce que moi, je suis présidente aussi d'une petite association, hein, bien que je sois Athénion, mais j'ai aussi une autre association d'adultes, hein, avec laquelle j'ai œuvré depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui en tant que présidente. Je ne sais pas si ça fait 40 ans ou plus ou moins que je suis présidente de cette association. On avait mis en place des formations adaptées et ces formations ont été soutenues par le CEFI, hein, le service de la formation et de l'emploi, et le GREFOC. C'est vrai, quand on avait mis en place, c'était des préparations sur un an pour avoir un bac secrétariat, oui, un bac secrétariat. Et dès que l'obligation a été mise en place, on l'a fait en 2006. 2007, le texte est arrivé, ben, tous mes stagiaires, en fait, tous mes personnes handicapées qui ont suivi cette formation et qui l'ont eu, hein, parce qu'au départ, on nous a dit, oh, c'est trop bas, et tout. Mais vous avez, oui, peut-être pas le niveau, mais vous n'avez pas mesuré le niveau de leur volonté d'améliorer, de réussir. Hein. Et moi, là-dessus, je parie toujours sur les personnes handicapées. Quand ils donnent la parole, qu'ils vont tout faire, eh bien, j'étais très, très fière de les accompagner, hein, avec notre association Humamero vers le diplôme. Et toutes ces personnes, aujourd'hui, travaillent toujours. Et c'est grâce à cette obligation d'emploi. Hein. Mais on nous a beaucoup reproché, hein, les patrons. Bon, ben, après, vous savez, on les comprend aussi, hein, parce qu'au départ, voilà, la société, les entreprises privées, le pays ne sait pas, il n'y avait pas dans les communes, si les communes, vous savez, maintenant ça a disparu là, chez les communes. Avant, il y avait l'obligation d'embauche. Depuis qu'ils sont passés GCT là, eh bien, ça a disparu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'obligation. Et les entreprises privées, après, nous avaient pris un peu en gueule parce que ben, on était derrière à pousser sur ce texte. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a rencontré le MEDEF, on a rencontré pour leur expliquer que, ben, heureusement aussi, il faut bien quelque part, parce que même si on dit souvent c'est le paradis, pour certains c'est le paradis, pour nous, parfois, ce n'est pas le paradis. Hein. Mais même si, on est quand même bien chez nous.
Et c'est vrai que cette obligation a quand même aidé à améliorer. Il y a encore à faire. Tous les gouvernements qui passent essaient d'améliorer, c'est ça qui est bien. Ils essayent, chacun amène sa pierre, et moi je crois que notre avenir va aller de mieux en mieux. Merci, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à notre collègue Audrey Bélim, qui est en visio. Audrey, tu nous entends? Je vous entends très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente Camia, chers collègues rapporteurs. Alors, je ne vais pas poser énormément de questions parce que vous avez répondu à beaucoup d'entre elles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir en fait l'inclusion des enfants porteurs de handicap au sein des écoles. Je vous ai entendu quelques grands principes, mais est-ce que selon vous, le taux d'inclusion, je dirais, est satisfaisant par rapport à ce que vous avez comme déclaration, vous, et comment est-ce que cela s'organise? Est-ce que au niveau de l'éducation, les choses sont bien prises en charge? Nous, par exemple, sur notre territoire, on a un problème avec les accompagnants, les fameux AESH. On n'en a pas suffisamment, et donc des enfants qui sont malheureusement privés, je dirais, de temps scolaire. Est-ce que Havana sont accompagnés également dans les communes pour l'inclusion des enfants, autant au niveau de l'école qu'au niveau d'activités sportives? Donc, en tout cas, avoir votre avis très sincère là-dessus. Je vous remercie. On a déjà le CAMS et l'IME qui font un travail extraordinaire. Est-ce que l'inclusion des enfants est suffisante? Mais c'est que non. C'est que non. Moi, je voudrais voir tous les enfants porteurs de handicap à l'école. Donc, c'est... Quand on touche à l'humain, on ne peut pas dire que c'est suffisant. Il y a toujours mieux. Non, cependant, nous avons la même problématique que chez vous concernant les AESH, sachant que la particularité, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais les nôtres sont recrutés par concours. Ils deviennent donc fonctionnaires du pays. Et en fait, ils font le 3 ans sur poste et après, ils peuvent muter. Et c'est ce qu'ils font généralement. Donc, on voit bien que le poste n'est pas attrayant, n'est pas sexy aux yeux des Polynésiens. Mais voilà, nous sommes en train de revoir la prise en charge en général. Parce que, comme je vous ai dit, notre défi majeur, c'est d'avoir la même politique d'inclusion, que ce soit à Tahiti ou à Rapa, l'île la plus éloignée en Polynésie. Et là, le défi est monstrueux. Donc, mais encore une fois, je voudrais revenir sur les chiffres de la CTES parce qu'on se rend bien compte que autant à Tahiti, déclarer son enfant en situation de handicap, c'est normal, autant dans les îles. Aujourd'hui encore, j'étais à Réa où ma maman m'a dit à mes copines en honte de leur enfant handicapé. Donc nous avons encore ce gros travail de base à faire. Et puis un chiffre qui me fait mal au cœur mais que je dois vous livrer. Nous avons quand même 121 enfants à domicile. Ça veut dire que les parents
n'ont aucune solution. Elles sont livrées à elles-mêmes. Il y a certains suivis du CAMS de 0 à 6 ans de l'enfant, mais après, les parents sont livrés à eux-mêmes. Et ça, c'est juste horrible. Horrible. À Rapa, donc la plus éloignée de l'archipel, on y allait en mission avec le gouvernement. Et comme d'habitude, j'ai demandé à rencontrer des personnes en situation de handicap. Aucun n'est sorti de chez lui. J'avais les chiffres. Je sais qu'il y avait 48 personnes reconnues en situation de handicap, mais on a encore cette honte d'être handicapé, cette honte de se montrer, cette honte de sortir de chez soi. Donc, je pense que, en tout cas, c'est mon cheval de bataille. Avec mon handicap lourd, j'essaie d'apporter ce message de on peut être handicapé et être heureux. C'est possible. C'est juste une décision, c'est juste un combat, c'est juste une volonté. Et pour vous donner un exemple, Tahiti, Rapa, c'est Paris-Tunis, à peu près. Donc vous voyez bien à quel point nous couvrons un territoire énorme. Et donc, oui, on a du mal à payer du personnel spécialisé là-bas. Parce que, faut le dire, ils sont en taxi, il n'y a pas d'aéroport, il faut prendre le bateau, enfin, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas Facebook. C'est vraiment une vie communautaire. Et là, ben oui, on a du mal à dire oui, c'est chouette. Merci. Madame. Merci, Madame Camia. Oui, je suis là. Vous voulez ajouter quelque chose? Vous voulez que je parle? Non, si vous avez quelque chose à ajouter sur les enfants, l'inclusion, les AESH, les problèmes d'AESH. Ah oui, je pense que moi, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Il y a tellement de choses à dire que, vous savez, être pragmatique, hein. Le fait, c'est financier. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'AVS. À mon époque, je ne sais même pas si on avait une centaine. Je ne sais même pas. Et ensuite, ce n'est pas des postes attrayants financièrement. C'est ça aussi qui fait que personne ne veut assurer ces postes. Moi, j'en connais qui ont laissé tomber, bon, qui ont trouvé autre chose ailleurs. Hein. Ceux qui n'ont rien vraiment et qui passent le concours et la formation, c'est bon. Mais après, quand ils voient combien on les paye, c'est pas évident, quoi. Hein. Et c'est ça, hein. De toute façon, le nerf de la guerre, c'est le budget, c'est tout ça qui fait que c'est pas évident. Hein. Ça a un coût, vous vous rendez compte, si en 2023, il y avait 900 enfants, hein, en gros, je ne pense pas qu'on aura, parce que dans les 900, il y a quand même des cas très, très lourds. Et tout, s'il faut les amener à l'école, c'est pas évident. Hein. C'est un peu ça que je voulais dire, parce qu'on s'est battu aussi. La fédération Tenio est à l'origine hein, des AVS scolaires. Hein, et avant moi, il y a eu d'autres qui se sont battus ici, hein, à la fédération par rapport à ça. Et avec toutes les associations, on
a travaillé, on les a formés. Les premières AVS scolaires, ce sont les associations qui les ont accompagnés. Aujourd'hui, ça va, c'est entré dans les mœurs, mais ça a été un combat très dur. Mais on est quand même content de ce qui se passe et des avancées. C'est un travail entre tout le monde. Et je voulais aussi vous dire, ça fait plus de 40 ans que je me bats au niveau des associations. Il y a une leçon que j'ai apprise. Si on veut que les choses avancent, il faut avec les décideurs. Donc, à un moment, il y a eu une année, je suis partie faire de la politique. J'étais à l'Assemblée de Polynésie et j'ai vraiment compris, là, c'est là que les décisions se prennent. C'est là qu'on peut faire avancer les choses. Parce qu'avant cela, je gesticulais dans tous les sens. On affrontait les ministres, on nous sortait des bureaux. Enfin, ce n'est pas des extraterrestres, mais on s'est dit, si on veut que les choses changent, il faut que nous, les personnes handicapées, on se bouge. Il faut que nous prenions notre destin en main et ne pas attendre que ce soit qui décident à notre place et parfois qui mettent en place des textes qui n'ont rien à voir avec nos besoins. C'est comme ça que, après, j'ai quitté. C'est pas toujours facile. Eh bien, j'ai préféré continuer ma politique dans les actions. J'avais pris quand même un peu de notoriété, le fait d'avoir fait de la politique. Mais ça sert quand même. J'ai porté plainte contre l'Assemblée aussi de Polynésie. Ils n'étaient pas gentils avec moi. Ils m'avaient pas chargé, chargé de mission pour m'accompagner. En France, ça existait, mais pas ici en Polynésie. Mais c'est vrai, après, on est parti au tribunal et tous les collaborateurs de l'Assemblée avaient des collaborateurs. Mais il y a toujours des personnes comme ça avant-gardistes. Mais j'étais très contente d'avoir fait la politique Boris Leontief. Et aujourd'hui, je préfère continuer au niveau des associations. Donc, de façon de travailler, ne pas partir en affrontant, mais en collaborant, en faisant des... Vous voyez, quand il y a des trucs qui ne vont pas, l'accessibilité, nous, on fait des audits. Ensuite, on présente nos audits, on dit, vous voyez, si vous voulez que les choses soient bien faites, il y a des points qu'il faut améliorer là. Et c'est vrai que ce soit les services du pays, des communes ou dans le privé, ils aiment beaucoup ce genre de travail. On marche le boulot à leur place, même si ça nous donne beaucoup de travail, mais au moins on sait que c'est pour le bien-être de nos personnes handicapées. Et ça, c'est bien pour les autres, c'est bien pour nous tous. Parce que le combat, ce n'est pas que pour les personnes handicapées, c'est pour les vieux, la population. Et maintenant, je ne dis pas que toutes les personnes deviennent handicapées en vieillissant, mais quand même, il y a pas mal qui le deviennent. Comme avant, on mourait vite. Aujourd'hui, ici à Polynésie, on a 90 ans. Ma maman, elle a 82 ans, elle est en bonne santé. Alors que moi, à côté, j'ai que 70, je commence à périr, quoi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à vos représentants, donc Teva Roufritch et puis Lana Tetuani. Bonjour Yorana. Ah, ils sont là. Oui, on t'écoute, on vous écoute. Oui, quand on est là, on vous a écouté. Alors, je voulais... Lana va intervenir aussi, mais... Je voulais vous saluer, vous remercier. C'est une fierté de vous entendre. À la fois notre ministre, là, Nathalie Salmon Udry. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir en visio. Et puis Henriette, avec qui on a mené plusieurs combats, notamment pour le travail des... Merci d'avoir rappelé ce qui a été voté en 2007, même s'il y a eu des difficultés. Puis saluer notre vice-présidente qui n'a pas pu se connecter, mais qui est très active aussi depuis longtemps, Minari Galnon, sur le sujet. Peut-être, juste pour vous dire d'abord, merci. Henriette comme Nathalie, vous êtes une source vraiment d'inspiration et de courage, et ça nous motive encore plus pour agir au quotidien.
et avec vous. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Vous avez dressé, je pense, un tableau très complet. Et je voulais juste peut-être vous faire intervenir, si vous le voulez bien, sur la question du troisième âge pour nos personnes handicapées et sur la manière dont nous pourrions améliorer effectivement à la fois les structures et la prise en compte, parce que c'est un sujet qui monte aussi ici dans l'Hexagone. Bien sûr, c'est important dès l'enfance, c'est important de pouvoir avoir une vraie carrière professionnelle. Et merci pour tout ce que vous avez rappelé et sur les manques que vous avez pu identifier. Qu'en est-il du troisième âge et qu'en est-il des idées, des projets que vous pourriez porter et sur lesquels on pourrait éventuellement aussi vous accompagner, alors au Fénois, mais qui peut inspirer l'Hexagone ou les autres Outre-mer sur ces sujets particuliers. Voilà. Je ne vais pas être trop long parce que Lana va intervenir aussi et le temps passe, mais Maruru Maitei, c'est une fierté de vous avoir entendu ce matin. Et sachez qu'on est avec vous depuis Paris. Voilà. Je vais donner la parole à Lana et après vous. Oui, merci, Madame la Présidente. En tout cas, Yorana, la Présidente Henriette, qui a toujours de l'énergie à revendre sur ce sujet-là. Notre Fatreho Yorana, je sais que vous revenez de Toumara, normalement terre où vous avez dû prendre beaucoup d'énergie en revenant sur Papeete. Je pense que vous avez dressé le tableau complet, en tout cas sur le sujet de l'handicap en Polynésie française. Nous voulons juste faire une comparaison. En tout cas, je suis fier de vous écouter ce matin parce que la différence entre la Polynésie et les autres départements, c'est que la compétence revient à la Polynésie. Et nous avons beaucoup fait, pas encore assez, mais Henriette, tu as raison de dire que la meilleure façon de réussir, c'est ce que vous avez fait, c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires publics, aussi bien le pays, les communes. Les communes jouent beaucoup aussi leur rôle, les associations, surtout dans les îles, et je sais de quoi je parle. Encore à Papeete, vous avez vos structures, mais dans les îles, on travaille avec Tamanama, quoi. Hein. Et en tous les cas, je pense que mes collègues ici, sénateurs des autres départements, devraient beaucoup s'en inspirer de ce qui existe au Fénois. C'est pour ça que quelque part on est fiers aussi d'être ici avec Teva pour dire qu'il y a beaucoup encore de choses à faire dans les autres régions peut-être ou départements. Par contre, mon dernier sujet, ma seule et unique question, j'ai été interpellé par, vous savez, l'association sur les autistes. Il y a les autistes aussi maintenant qui entrent dans la danse. On peut qualifier ça d'un certain, enfin, c'est de l'handicap aussi ça. Mais voilà un peu ce qui vient se rajouter à notre travail. Sinon, bravo à toutes les deux. Et puis ainsi que tous vos collaborateurs qui vous accompagnent. Yorana. Yorana Diva, Yorana Lana. C'est un plaisir, effectivement, Lana. Je reviens de toi là. C'était plus beau du marathon, mais je reviens de là heureuse. Alors, pour revenir à la question de Teva, il me semble difficile de vous donner une politique de vieillissement lorsque déjà la prise en charge de la personne handicapée est si tumultueuse. Quand tu es enfant, tu n'es rien en dessous de 50%, tu n'as rien. Quand tu passes à l'âge adulte, il faut atteindre 80% pour avoir l'allocation. Je pense qu'au lieu de prendre une politique par âge,
Il faut harmoniser déjà les temps et après partir plus loin. Effectivement, le débat d'action est très intéressant. Nous n'avons pas d'EHPAD ici pour Polynésie. Nous avons un capital humain extraordinaire. Connaît le dispositif et tout petit. Alors, c'est un dispositif où le pays aide un membre parmi proche pour s'occuper de la personne. Et ça, effectivement, ici, c'est le dispositif phare. Parce que moi, de chaque Polynésien, c'est la famille. Donc, il est difficile aujourd'hui de parler d'EHPAD parce qu'on va casser cette dynamique. On a de politique transgénérationnelle. Donc, nous avons besoin d'une personne âgée chez nous, dans nos foyers, pour raconter cette qualité d'avant, pour transmettre nos valeurs. Donc, effectivement, on peut aller plus loin dans la réflexion, mais lorsque tu vois que on a du mal à être cohérent dans la prise en charge enfants et adultes handicapés, est-ce qu'on sera crédible à dire on a une politique des personnes âgées? Enfin, ça me gêne un peu de proposer des politiques en fonction de l'âge. Je crois que la dépendance doit être notre fil conducteur. Et là, il faudrait qu'on soit cohérent. Désolée, je n'ai pas trop de propositions. Pour Lana, j'ai oublié la question. Alors, les autistes, effectivement, c'est un sujet qui devient sociétal en ce moment. On a eu du mal à les faire reconnaître dans le champ du handicap. Ça a été une bataille. Aujourd'hui, nous avons clairement identifié le TS là comme handicap. Donc, nous avons 46 recensés. Encore une fois, je vous demande de prendre ce chiffre avec des pincettes parce que dans notre société, les enfants terribles, ça existe. Et donc, celui qui est un peu bizarre, qui n'écoute pas, on le qualifie vite de terrible. Et donc, c'est vrai que le diagnostic de l'autisme est, à mon sens, sous-développé. On n'a pas encore toutes les techniques, les spécificités pour le déceler rapidement. Mais face à ce constat, il y a ME de Paria, comme qui vient d'ouvrir une unité spéciale pour les autistes, mais très lourd. Ceux qui ont mal à inscrire à l'école normale. Voilà un peu les éléments que vous fournir. Merci, Madame Camia. Vous voulez ajouter quelque chose?
Moi, je connais les associations qui s'occupent des enfants autistes. Hein. Il y en a 3 sur le pays, mais bon, ben, souvent, ils ne s'entendent pas. Hein. Voilà le souci aussi. Hein. Donc, ben, il faudrait aussi qu'ils arrivent à accorder le... Il y a de la place pour tout le monde, mais le truc, c'est vraiment de mettre l'enfant au centre et que ben, nous, autour, on essaie de trouver des solutions. Hein, les enfants autistes, les enfants 10, tous ces enfants-là, des troubles de comportement. Il y en a beaucoup, beaucoup hein, qui ne sont même pas reconnus en CTES. Hein. Les TDAH, tout ça, c'est incroyable. Hein, tous les enfants avec des troubles de comportement, hyperactivité et tout ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, après, des fois, ben, moi, je laisse l'éducation et la direction des affaires sociales parfois régler des problèmes qui arrivent comme partout. Quoi, hein. Pour l'instant, on a une association qui gère ça, Tamaora, depuis des années, des pas battus. Cette association existe. Après, il y a 2 autres nouveaux. Ben, après, il faut arriver à s'entendre, comme partout. Ben, voilà quoi. Hein. Je peux dire un petit mot à voir avec le handicap, mais qui vous concerne. C'est très judiciaire. Moi, j'ai eu du mal à avoir, parce que depuis qu'on a ramené en 2022 les casiers judiciaires en France, je vous assure, ce n'est pas évident. Et comme ça, c'est de compétence de France, mais de messieurs les sénateurs, j'ai saisi personnellement M. Frébault par rapport à ça, parce que nous avons ici à notre fédération un centre de science pour les personnes handicapées. Et l'agrément arrivé à sa fin, il a fallu renouveler. Et découverte, maintenant, il faut, quand on monte des centres de formation, il faut les casiers judiciaires pour tous les présidents, tous ceux qui sont dans le... Et je faisais partie des membres que j'ai eu du mal parce que quand on a fait en ligne, on vous dit faites en ligne. On l'a fait, je n'existe nulle part. Donc, j'ai fait partie des courriers à Nantes. Ça revient, je n'existe toujours pas. Et après encore d'autres lettres, d'un coup, ben, tout ce que j'ai mis au début, c'est revenu. En fin de compte, ça y est, on a trouvé où j'existais, mais je ne sais pas comment ils ont fait. Et c'est pas, le problème n'est pas que pour moi, mais aussi pour les jeunes. C'est vraiment une situation. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Sinon, ramenez-nous nos casiers judiciaires chez nous, ça va plus. Voilà. Merci. Merci madame. Donc avant de conclure cette audition, j'aurais aussi quelques questions. Madame la ministre, vous avez évoqué le fait que parfois dans les îles très éloignées, les archipels, les enfants ne sont pas tout à fait reconnus. Serait-il, enfin, est-ce que vous avez, les familles n'ont-elles pas aussi des difficultés pour mettre en place les bilans? Parce qu'on sait que pour reconnaître un enfant en situation de handicap, parfois il faut faire passer toute une série de bilans orthophoniques, psychomotriciens, etc. Et c'est vrai que ce sont, outre le prix, on n'a pas forcément le personnel dans les îles éloignées pour le faire. Il y a aussi, Lana l'a évoqué tout à l'heure, la Polynésie a un statut particulier. Ce statut vous permet-il de mettre en œuvre des dispositifs innovants? Quels sont les freins auxquels vous êtes confrontés? Et selon vous, quelles modifications législatives permettraient de mieux adapter votre politique du handicap à la réalité de votre territoire? Alors, vous avez tout à fait raison. Mon compte personnel spécialisé, nous manquons en fait de plateau technique qui pourrait effectivement se déplacer dans les îles, mais pas seulement pour les enfants, mais je pense notamment lors de l'orientation professionnelle des jeunes adultes. Aujourd'hui, nous la faisons par rapport au handicap. On est en train d'enfermer la personne dans son propre piège. Moi, l'idéal que je pourrais proposer et que je
mettre en œuvre, c'est d'abord de rehausser le potentiel enfant, adulte, le potentiel personne, après s'intéresser à son handicap, fournir des solutions adéquates. Parce que si on s'intéresse tout d'abord au handicap, on fait des portes qui n'auraient pas, qui auraient dû être défoncées par un meilleur diagnostic. On manque de médecins, de main-d'œuvre, on manque de plein de choses. Mais effectivement, notre statut d'autonomie a un inconvénient, c'est que notre handicap est quasiment copié au vôtre. Or, on constate qu'on n'a pas les mêmes capacités financières à prendre en charge le handicap. Ça, c'est la problématique. La force de notre statut, c'est qu'on est maître de nos choix, de nos décisions. Effectivement, là, nous sommes en train de monter plusieurs projets chez vous. Vous l'appelez Fiche for You. Nous, on va lui donner un nom haïtien, mais ça serait, comme je vous l'ai dit, ça serait de récupérer les jeunes élèves qui n'ont pas pu avoir de recours de capacité, de les récupérer, de les former et de leur attribuer un professionnel. Tout simplement, on est en train de faire une étude d'accessibilité parce que, effectivement, vous parliez de frein, le frein d'accessibilité. Aujourd'hui, dans notre territoire, le handicap reste, à mon sens, pas vu. Il est en association et je remercie, ils font de très bon travail. Mais comme une fois, et c'est mon cheval de bataille, il faut que le handicap prenne de la hauteur et casse les murs autant que possible. Il faut donc que la société se confronte à la différence. Il faut que la société prenne en compte ces différences-là qui peuvent être une richesse. Moi, je suis restée 10 ans à domicile parce qu'on m'avait dit que mon handicap était trop lourd pour aider mon pays. Heureusement, le président Rodesson est venu un jour et m'a dit non, tu as des capacités. Et là, j'ai envie de vous dire que j'ai existé à ce moment-là. Et c'est ça que je veux dire aux Polynésiens, c'est que quand on se lève, qu'on n'a pas de chance. L'inclusion, c'est ça. C'est savoir se lever en sachant pourquoi on le fait, en sachant que la journée aura un sens. Moi, au bout de 10 ans, mes journées ne servaient à rien, sauf à constater que je n'étais pas utile à la société. Donc, voilà le combat qui est le mien, mais qui est porté par tout un gouvernement, parce qu'il faut qu'on fasse du handicap une richesse. Voilà.
Merci, Madame la Ministre. Nous allons clôturer cette audition sur ces belles paroles. Nous n'avons rien d'autre à ajouter si ce n'est mon profond respect face à votre dynamisme, votre ténacité, votre courage et cette belle leçon que vous nous donnez aujourd'hui. Et je pense que cette audition marquera pas que la Polynésie, mais tous les territoires ultramarins. Et pour cette note d'espoir pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Merci Madame Camia aussi, vous nous avez vraiment donné aussi, boosté, et nous sommes vraiment ravis de mener cette audition et de pouvoir mettre en valeur votre travail. Donc nous sommes aussi, nous pouvons recevoir votre contribution écrite. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Et merci pour votre mobilisation malgré l'heure tardive. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Plus attendre, nous allons poursuivre notre audition.